Eh bien, bonjour à toutes et à tous. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir à distance, du fait des réglementations sur le confinement, de recevoir sur UPR TV Louis Fouché. Alors Louis Fouché, c'est quelqu'un qui n'était pas du tout connu il y a encore plusieurs mois, mais qui depuis maintenant quelques mois a beaucoup gagné en notoriété sur Internet. Il est à la tête d'un groupe qui s'appelle Réinfo Covid. Il va nous en parler. Il est à Marseille, je suis dans nos studios à Paris et je le remercie beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. Alors, toute première question, qui êtes-vous en fait, Louis Fouché? Bonjour Monsieur Alcelino, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup de me recevoir. Effectivement, comme vous l'avez dit, j'étais propulsé dans les réseaux sociaux et c'était pas du tout mon but. Je suis plutôt partisan d'une maxime qui est vivons heureux, vivons cachés. Ouais, ça c'était c'est ce que me disait ma grand-mère. Ça. Mais les circonstances ont fait qu'effectivement, j'ai été appelé quelque part à rentrer en résistance. Et donc, moi, je suis médecin anesthésiste réanimateur à Marseille et je prescris d'emblée, et c'est une sorte de contrat moral que j'ai passé avec mon institution, que je parle pour moi et que je parle aussi au nom du collectif dont je suis le porte-parole et qui a d'autres porte-paroles aussi. Et je parle absolument pas pour mon institution. L'autre chose que je peux vous dire en préambule, et tous les médecins devraient le faire quand ils font une intervention publique, c'est que je n'ai pas de conflit d'intérêt relatif à ce dont on va parler, sur la base Transparence Santé qui a été créée par Dominique Marinaki quand il a repris la NSM au moment du scandale du Mediator, et quand il a essayé de faire le ménage dans ces agences nationales qui sont en charge des régulations, à l'occurrence du médicament. Il a essayé de faire le ménage et il a décidé qu'il fallait lutter contre les conflits d'intérêts et les liens d'intérêts, ou en tout cas donner de la transparence. Donc sur Transparence Santé, j'ai 450 € de conflits d'intérêts avec différentes industries pharmaceutiques qui sont en fait les staffs de service, c'est-à-dire les réunions du service où il y a des goûters ou des choses comme ça, où mon nom a été inscrit systématiquement, sans que je m'en rende vraiment compte. En fait, on me faisait signer un papier. Quand j'ai pris conscience de ça, j'ai complètement arrêté de participer à ces réunions-là. J'ai fermé ma porte au laboratoire pharmaceutique depuis plus de 2 ans maintenant. Alors, vous avez quel âge exactement? Moi, j'ai 41 ans, je suis père de famille, j'ai 3 enfants. Comme je vous l'ai dit, je suis médecin anesthésiste réanimateur, mais j'ai aussi d'autres casquettes. Je m'intéresse à l'anthropologie de la technique. J'ai un master 2 d'éthique médicale, en fait, où je me suis principalement intéressé aux notions de disruption, d'effondrement et aux espoirs qu'il pouvait y avoir derrière. Donc, je travaille beaucoup sur ces sujets-là en parallèle de mon activité clinique. Quelles sont, d'après vous, docteur Fouché, quelle est l'évolution de la situation que vous voyez sur la Covid-19 et quelles sont notamment vos positions sur cette question qui est sur le devant de la scène, qui est cette question de la vaccination. Vaccination qui n'est pas obligatoire mais dont on comprend que le gouvernement la met en avant. Si j'ai bien compris, il y a environ 6 vaccins qui sont achetés ou qui ont été achetés par l'Union européenne. En France, on veut en promouvoir, le gouvernement a décidé d'en promouvoir pour le moment deux, qui sont les vaccins de Pfizer BioNTech d'un côté et de Moderna de l'autre, qui ont la particularité d'être tous les deux fondés sur la technologie tout à fait nouvelle de ce que certains appellent une thérapie génique avec ARN. Je vois que dans le reste du monde, on ne fait pas du tout pareil. Je vois qu'en Chine, on développe un vaccin qui est beaucoup plus classique, qui se rapprocherait un petit peu de la technologie du vaccin fabriqué pour lutter contre la poliomyélite, si j'ai bien compris. Il y a également le vaccin russe Sputnik qui se développe et dont je vois qu'il va être fabriqué si j'ai bien vu, en Égypte, en Inde, etc. Je voulais savoir, vous et les personnes que vous représentez, c'est quoi votre position exactement sur la vaccination de façon très générale, sur la vaccination pour la Covid en particulier, et à l'intérieur de cette vaccination pour la Covid, sur les différents types de vaccins qui sont actuellement sur le marché ou qui sont en passe de l'être. Oui, merci pour cette question. Elle est assez ample et elle pourrait prendre du temps. Je vais renvoyer vos auditeurs d'emblée vers des publications qu'on a faites et des vidéos qui ont été faites pour qu'ils puissent développer et prendre un regard assez ample sur le sujet. Et je voudrais juste dire une chose avant de parler de ces vaccins, c'est que vous avez dit que cette crise finalement du Covid-19 était ce qui intéressait les gens, mais c'est ce sur quoi on les focalise.
Et quand vous êtes focalisé sur quelque chose, vous avez intérêt à prendre du recul, de l'ampleur, à regarder de manière ample le fait que cette crise du Covid-19 est en fait une crise systémique qui n'est pas que sanitaire, qui est aussi une crise économique, une crise sociale, une crise démocratique, une crise financière, une crise scientifique. Euh, et donc toutes ces dimensions-là sont intriquées à telle enseigne que Réinfo Covid a vocation à se déployer en Réinfo Santé, puis en Réinfo Démocratie, puis en Réinfo Courage, et encore plein d'autres choses. Donc je vais essayer de répondre à votre question en essayant de contextualiser les choses d'abord, pour donner une big picture avant de rentrer dans le détail. L'épidémie, la deuxième épidémie, un variant 4 à Marseille, est en train de se tasser. C'est-à-dire que petit à petit, les lits se vident. D'ailleurs, vous sentez que l'ambiance est retombée en termes de stress. Il n'en reste pas moins que cette épidémie a généré une vraie choc, une vraie tension pour la deuxième fois consécutive sur un système de santé qui est extrêmement malade. Un système de santé qui est désinvesti dans une optique, dans une idéologie néolibérale mondialiste depuis des années. On a eu moins 69 000 lits d'hospitalisation en 15 ans. Les lits de réanimation n'ont pas bougé ces 2 dernières années, mais ils avaient été diminués aussi. Les soignants ont subi des coupes sombres. On a dégraissé le mammouth, comme le disaient certains hommes politiques. Et on l'a fait non seulement dans le secteur sanitaire, mais on l'a fait dans le secteur de la police, dans le secteur des pompiers, dans le secteur des préfectures, dans tous les secteurs possibles, puisque l'idéologie est de nous amener à un modèle où il n'y aurait plus d'État. Donc il faut comprendre que finalement, ce choc que subit les hospitalisations classiques et les réanimations, il est attendu, si vous voulez. On est dans un système non résilient, qui n'est pas capable de s'adapter à un choc extérieur. La résilience, c'est justement cette capacité de s'adapter, et même de trouver des forces nouvelles dans un choc extérieur. L'autre élément de contextualisation, donc il faut rendre à César ce qui est à César, c'est-à-dire qu'effectivement, il n'y a pas rien eu. Il y a eu quelque chose de très sévère pour l'hospitalisation, pour les soignants, pour les médecins, et tout le monde est fatigué. Tout le monde en a marre, en fait, de cette histoire. Les soignants en premier, mais les réanimations sont en train de se vidanger doucement. L'autre élément de contextualisation, c'est qu'on peut dire que ce choc sur le système de santé a induit des contre-coups, des victimes collatérales au niveau sanitaire, c'est-à-dire que victimes collatérales de la surcharge de l'hôpital, mais aussi de la narration de la peur. C'est-à-dire qu'on a eu des gens qui ne sont pas venus se faire soigner parce qu'ils avaient peur de venir à l'hôpital, simplement peur du Covid-19. Donc vous avez des gens qui ont eu des artères du cœur qui se sont bouchées et qui ne sont pas revenus se faire ouvrir dans les temps cette artère et qui se retrouvent avec des cœurs extrêmement fatigués et une insuffisance cardiaque qui va se prolonger dans le temps, des choses qu'on ne voyait plus depuis 30 ans en fait, parce qu'on a toutes les techniques à disposition pour soigner correctement les infarctus. Des gens avec des leucémies, des lymphomes, des cancers, qui arrivent avec 6, 7, 8 mois de retard diagnostique et thérapeutique dans des situations finalement pareilles de retard et de perte de chance pronostique extrêmement importante. On a en parallèle des vagues de suicides, de dépression, d'anxiété. Et donc, si on regarde qu'avec un tout petit bout de lorgnette, comme le feraient les fact-checkers du Monde ou de Libération, les zététiciens, la secte des zététiciens, on ne voit qu'un tout petit morceau de l'image. Et vous ne pouvez pas regarder le monde avec un microscope. Vous voyez des tout petits fragments qui ne vous permettent pas de comprendre l'ensemble du phénomène. Donc, on a à la fois cette crise sanitaire sur le Covid, mais tous ces effets secondaires. Et il n'en reste pas moins qu'à la fin de cette épidémie, quand elle est correctement prise en charge, et l'IHU le démontre chaque jour, en fait, à Marseille, la létalité et la mortalité de cette épidémie sont faibles. Et c'est une maladie, finalement, effectivement, qui remplace quelque part la grippe, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de compétition virale entre les différents viridés. Et finalement, on a vu assez peu de grippe et on a vu beaucoup de coronavirus. Et peut-être qu'on pourrait parier que dans les temps à venir et dans les années prochaines, peut-être le coronavirus restera l'infection dominante alors que la grippe sera diminuée, que d'autres infections respiratoires virales seront diminuées. La mortalité globale de cette épidémie, aux alentours de 0,05 pour 1000, mortalité, c'est-à-dire sur toute la population, fait que 99,95% des gens survivent. Il faut rassurer les gens, vous pouvez souffler un grand coup. La létalité, c'est-à-dire la mortalité chez les gens qui ont un test positif, est, quand ils sont bien soignés, à l'IHU à Marseille, ça ne veut pas dire que les autres soignent mal, c'est-à-dire qu'ils ont pris des stratégies différentes, qu'il s'agit de... Maintenant, on fait le compte, on peut
faire le bilan après le match, hein, c'est des dossiers qui doivent être ouverts, et essayer de comprendre pour faire mieux dans une prochaine épidémie. Cette létalité est à 0,5%. 99,5% des gens survivent. L'autre chose, c'est que les gens qui sont touchés ne sont pas des gens, pas n'importe qui, en fait. C'est pas un coup de tonnerre qui pourrait frapper n'importe quelle personne du jour au lendemain. Les enfants ne sont pas malades, ne sont pas vecteurs, ne sont pas transmetteurs. Sur 7 millions d'enfants de moins de 15 ans en France, je vous laisse deviner combien il y a eu de morts. Il y a eu 3 morts, dont 2 avaient des dossiers extrêmement lourds d'auto-immunité et d'immunosuppression au long cours, et un, on ne sait pas, mais peut-être. Donc c'est une maladie qui ne touche pas les enfants. De même, les enfants ne transmettent pas la maladie ou très peu. La cohorte de Creil nous le montre, qui a été très étudiée, ainsi que le cas des contamines, qui est un enfant qui a eu, je crois, aux alentours de 178 cas contacts, qui ont été extrêmement bien étudiés, et qui montrent que cet enfant qui est passé par 3 écoles différentes, qui a 3 frères et sœurs, et cet enfant a contaminé 0 personne. Alors, ça sert à quoi de mettre des masques alors aux enfants à partir de 6 ans alors Pour moi, c'est une perversion. Il s'agit d'une mesure qui est quelque chose d'absolument incroyable en fait. Ça consiste à faire du mal aux enfants. Et je crois qu'il faut arrêter ça, mais le problème, c'est que les gens n'arrêteront pas dans une situation de peur ou de panique sur des arguments rationnels. Il faut aussi prendre soin de cette peur et considérer que les gens en face de vous ne sont pas ni idiots, ni hypnotisés, ils sont simplement malades en fait au niveau psycho-affectif de cette épidémie, et notamment les professeurs, les enseignants, les proviseurs. Ils sont malades de la pression qui leur est imposée par leur tutelle, ils sont malades de manière systémique, et si jamais j'étais à contre-courant, je risquerais d'être exclu du groupe. Et cette notion d'exclusion du groupe, de parité, est extrêmement importante à comprendre le faible niveau de résilience des gens. Parmi les médecins, peu de gens parlent, alors même que certains n'en pensent pas moins, parce qu'ils auraient peur d'être exclus du groupe. Peu de politiques parlent. Vous avez vu que la contradiction politique est très faible au sein de l'hémicycle. On surjoue même la gravité dans l'opposition politique à la majorité. Sinon, vous risqueriez simplement d'être tellement à contre-courant que vous seriez exclu. Or, comme on l'a dit tout à l'heure, l'humain est un être de lien. C'est quelque chose qui est absolument plus fondamental que la vérité. Vous préférez la parité à la vérité. Bah écoutez, là, je vous interromps parce que je bois vos paroles. C'est quand même ce à quoi je suis confronté depuis 14 ans. C'est-à-dire que lorsqu'on est en opposition vraiment sur des sujets de fond avec la pensée dominante, on risque en effet de se retrouver isolé, et ça nécessite d'avoir effectivement les nerfs assez solides et une forte personnalité pour résister à cette pression du groupe. Vous le citiez à l'instant, effectivement, moi je suis assez sidéré de constater que sur ces questions de vaccins, sur lesquelles, si vous me le permettez, on va revenir tout de suite, je suis assez quand même sidéré de constater que sur les réseaux sociaux, dans la rue, autour de soi, on voit quand même énormément de gens qui sont très mécontents, voire furieux. Et moi, j'entends énormément de gens qui disent il est hors de question que je me fasse vacciner, notamment par les vaccins de nouvelle génération, là, à ARN. Et ce débat-là, je ne le vois pas chez les politiques qui sont admis à parler dans les grands médias, puisque même Mme Le Pen ou M. Mélenchon, qui nous sont présentés systématiquement comme les opposants au système, ont l'un et l'autre dit qu'à titre personnel, ils se feraient vacciner. Et je vois d'ailleurs qu'il est question de sujets importants, c'est vrai, mais sur, par exemple, est-ce qu'on peut filmer, oui ou non, des policiers pendant des manifestations, c'est un sujet effectivement important. Mais c'est un sujet encore beaucoup plus important, à mon sens, que de savoir si l'on va vacciner des millions de Français avec des vaccins qui ne sont pas pour l'instant, dont on ne connaît pas les conséquences. Et là-dessus, j'ai l'impression que le débat politique est quasiment inexistant en France, sauf sur Internet. C'est d'ailleurs une des raisons, à mon avis, pour lesquelles beaucoup de gens se sont tournés vers le professeur Raoul, vers vous, Louis Fouché. Enfin, c'est en tout cas mon sentiment. Pour en revenir au vaccin, alors la question d'origine, d'abord, est-ce qu'il faut un vaccin quand on a 0,5% de létalité? À mon sens, non. Je pense. Et en plus, si vous deviez tester un vaccin, il faudrait le tester face à ce qu'on appelle un gold standard, c'est-à-dire un comparateur qui soit le bon. Si vous testez un vaccin versus rien, c'est-à-dire rentrez chez vous, bonne chance avec du paracétamol, on se revoit quand vous êtes en train de vous étouffer. C'est pas juste, parce que vous avez des stratégies alternatives à celles-là qui font bien mieux. Des stratégies qui consistent à prendre en charge la maladie précocement.
prendre en charge la maladie précocement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire un bon maillage de médecins généralistes qui dépistent la maladie par les tests, avec des tests qui seraient bien calibrés, parce que vous savez aujourd'hui qu'on a un problème sur la validité des tests et leur interprétation et leur prescription. Ils sont prescrits par l'ARS, par le ministère de la Santé. Ben, non, les tests sont des outils diagnostiques à disposition des médecins pour affiner leur présomption diagnostique. Ce pas des choses qui doivent exister comme ça dans le vide. Donc, il faut utiliser les tests correctement. L'autre chose, c'est qu'une fois que vous avez un test positif, il y a un certain nombre de choses à faire, notamment dépister si vous êtes en présence de quelqu'un qui risque de faire une forme grave. On les connaît, les gens qui risquent de faire des formes graves. C'est les gens obèses, hypertendus, diabétiques, les gens qui ont des maladies inflammatoires ou dysimmunitaires pour lesquels ils sont sous immunosuppresseurs et qui donc ont un système immunitaire qui n'est pas complètement normal, qui ne vont pas réagir correctement. Des gens qui ont des cancers évolutifs ou même guéris mais avec une dénutrition importante, et des personnes âgées. Donc ces gens-là sont précieux et il faut prendre soin d'eux. Le reste des gens vont voir être traversés par le virus de manière complètement anodine pour l'immense majorité d'entre eux. 86% des gens qui ont un test positif à SARS-CoV-2, et pas un Covid, il faut bien différencier les deux, 86% des gens ne le sauront même pas. Ils seront complètement asymptomatiques. Et 97 à 99% des gens feront des formes bénignes ou peu sévères ou asymptomatiques. Donc effectivement, il faudrait se concentrer plutôt sur ceux qui risquent de faire des formes sévères. Et cela, finalement, avec ce qu'on appelle les dédimères ou bien le dosage du TCA dans le sang, c'est-à-dire rechercher s'il y a des soucis de coagulation. Vous pouvez savoir s'il faut leur prescrire des anticoagulants. Parce qu'une des facettes de cette maladie, c'est de provoquer des thromboses un petit peu partout. L'autre facette de la maladie est de provoquer une hypoxémie, c'est-à-dire pas assez d'oxygène dans le sang. Or, les gens ne s'en rendent pas compte. C'est ce phénomène qu'on a appelé l'hypoxémie heureuse. Mais vous pouvez vous en rendre compte par des techniques assez simples et peu invasives, consistent à mettre ce qu'on appelle des saturomètres ou des oxymètres de pouls, c'est le nom savant, qui regardent en gros la couleur du sang. Et si ce sang est très rouge, il est très chargé en oxygène. S'il est bleu, ça va pas. Et donc, on vous donne un chiffre qui va de 0 à 100. 0, vous êtes mort. 100, c'est normal. Et tant que vous êtes au-dessus de 95%, c'est que ça va. Vous n'avez pas besoin d'oxygène et tout va bien. Et donc, vous allez voir que dès que des gens ont en dessous de 95%, ça veut dire qu'ils nécessitent de l'oxygène et puis d'être pris en charge de manière spécifique là-dessus. Pris en charge, même pas forcément de manière en hospitalisation. Les gens qui peuvent avoir 3 litres d'oxygène à la maison, être suivis par des infirmiers à domicile, des médecins à domicile, et qui ne vont pas surcharger l'hôpital et ne pas mettre en tension le système hospitalier. C'est des recommandations qui ont été proposées par la Société de pneumologie de langue française, qui a expliqué comment on pouvait faire ce suivi des gens hypoxémiques avec des faibles niveaux de dépendance à l'oxygène à la maison. Et donc ça, c'est des pistes très intéressantes, parce que ça veut dire que vous n'allez pas surcharger votre système de santé. L'autre chose, c'est que nous disposons de traitements et que chaque semaine rapporte des preuves de plus en plus évidentes que l'hydroxychloroquine, le Zitromax, nous on a Claude Escarguel qui travaille là-dessus avec les généralistes, qui a démontré de manière magistrale à quel point ça peut être utile, le zinc, la vitamine D, la vitamine C, qui sont des pistes très intéressantes. L'ivermectine aussi, et puis on a encore d'autres molécules candidates, mais ça veut dire qu'on a un traitement et qu'il faut donner de manière précoce. Et on est très étonné de voir que ces traitements ont été pour un certain nombre d'entre eux interdits, simplement interdits à la prescription par le ministère, et puis ensuite des bâtons dans les roues par la NSM, très important, et des bâtons dans les roues par Sanofi,